Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, de nombreux records de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Nouvelle offensive pour recruter jusqu'à 5000 préposés aux bénéficiaires pour les CHSLD du Québec. Manon Massé quitte son rôle de co-porte-parole de Québec solidaire et l'Ukraine abat 6 missiles hypersoniques russes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Année de record, Mario, record de plaintes pour l'Office québécois de la langue française. On a reçu entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 6884 plaintes à l'Office québécois de la langue française. C'est pas une petite augmentation, là. C'est pas une petite augmentation. Surtout, Mario, si on commence à la placer sur quelques années, là, entre 2021 et 2022, là, on a augmenté, oui, de 10% par rapport à l'année précédente. Sur 5 ans, 145% d'augmentation de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Ça a été obtenu par nos collègues de TVA Nouvelles en primeur un peu plus tôt aujourd'hui. Puis ça démontre quand même qu'une préoccupation plus grande pour les Québécois de leur langue, parce que des plaintes, faut qu'il y ait des gens qui les formulent, ces plaintes-là. Il suffit pas qu'il y ait un panneau en anglais pour qu'on le rapporte là, absolument. Et donc, on a Tim Hortons qui se classe, Mario, comme grand champion de l'entreprise, là, des entreprises qui ont reçu le plus de plaintes avec plus de 200. Est-ce qu'on sait des plaintes d'affichage ou des plaintes de service à la clientèle? On le sait pas exactement précisément pour Tim Hortons. Par contre, on connaît les pourcentages là, selon les plaintes en général. Là. La langue de service, c'est celle qui revient le plus, à 34% des plaintes. Les sites web, entre autres, qui sont truffés là, d'anglais, semble-t-il, ou d'autres langues, ou qui respectent pas l'affichage en français, à 22%. L'affichage public, lui, on est à 17%. Puis sans surprise, Mario, par région, c'est Montréal qui remporte la très grande majorité à 61% des plaintes. La Montérégie aussi, 11%, avec, qui se classe en deuxième position. Et ça descend par la suite. Hein. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de ressources qui étaient ajoutées à l'OQLF dans les dernières années en prévision de l'entrée en vigueur de la loi 96. On avait 45 nouvelles ressources qui avaient été ajoutées, entre autres, plus de pouvoirs qui étaient donnés à l'OQLF. Donc, c'est normal quand même de voir une augmentation des signalements comme ça, mais il y en a beaucoup, Mario, de ces signalements-là, puis ça risque d'aller en augmentant. Je pense que c'est la combinaison de deux facteurs. Oui, les gens sont plus... D'abord, on a connu plus. La loi 96, le seul fait d'en parler, ça a fait parler de l'Office de la langue française, ça a fait... Ça a ramené un peu la pertinence de porter plainte, de s'en occuper. Je pense que les gens sont plus aussi inquiets de l'avenir du français. Mais je pense aussi pour porter plainte, il faut d'abord et avant tout que tu qu'il y ait une infraction, que tu constates une infraction, que tu constates une irrégularité. Et je pense que c'est facile d'en trouver dans la région de Montréal, là, de l'affichage en anglais, des gens qui donnent le service en anglais, de l'impossibilité de se faire servir en français. Donc, j'ai l'impression que c'est une combinaison. Les gens laissent moins passer, mais ils en trouvent en masse sur leur chemin. Oui, puis surtout, comme tu fais bien de le dire, peut-être que la loi 96, avec son entrée en vigueur, il y a peut-être bien des gens qui ont découvert aussi l'OQLF. Là, oui, certains qui ont compris qu'il y avait plus de pouvoir du côté de cet organisme-là qu'on pensait, mais surtout qu'ils l'ont découvert. Là. Il y a bien des gens qui savaient même pas qu'on peut porter plainte. Exactement, on en a parlé davantage. Donc, il y a eu aussi des campagnes de promotion. Donc, tout ça a fait qu'on est plus conscient. On est plus conscient. On est moins enclin à laisser passer, puis il y a probablement plus d'anglais. Fait que quand tu mets tout ça bout à bout, il y a beaucoup plus de plaintes, il y a une augmentation, une explosion des plaintes à l'Office québécois de la langue française. Nouvelle offensive annoncée par Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux aujourd'hui pour recruter des préposés aux bénéficiaires. On doit en recruter, là, on espère, jusqu'à 5000 nouveaux candidats d'ici décembre prochain quand même. Un délai assez court, mais qui vient avec une bourse qui est désormais bonifiée. Avant, on parlait là, d'une bourse là, qui était à 9 200 $, qui monte maintenant jusqu'à 12 000 $ pour ceux qui voudront s'inscrire. Et là, c'est une formation express de 3 mois qui s'ouvre dès maintenant. Et le 12 000 de bourse, ça ne compte pas. Tu pourrais encore accroître tes revenus parce que la personne a le droit de travailler. Donc, une personne, d'exemple, qui veut, pendant qu'elle suit son cours, pour prendre l'expérience en parallèle, travailler dans un CHSLD, oui. Elle va pouvoir le faire et va être rémunérée en plus. Donc, tu pourrais avoir la bourse
plus un emploi Et il y a pendant que tu fais ta formation. Et il y a une prime à l'obtention du diplôme de 4 000 $ aussi qui est prévue autour de tout ça. Donc, plein d'incitatifs financiers qui sont annoncés comme ça pour faire venir d'autres gens, là, pour venir prêter main forte dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD et les maisons pour aînés. Parce qu'on estime là, qu'il manque en ce moment dans le réseau 11 346 préopposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé. En 2027, là, avec le vieillissement de la population, on parle de 15 000 professionnels là, qui seraient manquants. Donc, ce 5 000-là, on espère l'atteindre, qui viennent aider déjà là, les 10 000 préposés aux bénéficiaires qu'on avait recrutés pendant la pandémie. On s'en souviendra, en mai 2020, pleine crise de COVID, c'est ce qu'on avait annoncé. Parce qu'à ce moment-là, là, les CHSLD, on se souvient de l'horreur de certains endroits, des effectifs qui étaient complètement débordés, de la maladie qui emportait toutes sortes de personnes aussi, et dans l'établissement et dans le personnel qui étaient obligés de se mettre sur la touche. Et là, on dit que, d'ailleurs... Mais ça, juste sur ceux de la dernière fois, moi, j'ai trouvé quand même que le taux de rétention était vraiment excellent. 79 %. Ouais, moi, j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup qui avaient quitté, puis c'est un peu ce qui avait été véhiculé sur la place publique, puis toutes sortes de problèmes, puis que la paye, il y en a la paye n'avait pas été versée de la manière, ou les primes n'avaient pas été versées de la manière que ça avait été promis. Donc, on avait beaucoup parlé de déception, laissant sous-entendre qu'il y en a beaucoup qui étaient partis. Mais un taux de rétention de 80 % ou de presque 80 %, moi, je trouve que c'est excellent là, sur l'ensemble des préposés qu'on a recrutés. Sur les 10 000, c'est simple. Là. C'est 7 900 qui sont restés quand même, mais on a encore des besoins. C'est très, très bon. Là. Oui, absolument. Absolument. Très bon taux de rétention. Donc, ça démontre que le programme a porté ses fruits. Et là, d'avoir le même programme, mais bonifié encore plus, l'objectif de 5 000 personnes, c'est-tu raisonnable, Mario? C'est-à-dire que l'objectif de 5 000 personnes, si tu regardes ça aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que la nouvelle n'est pas logique. Parce que tu dis, le ministre lui-même, il avoue qu'il en manque 11 000. Puis il en forme 5 000. Mais il l'a expliqué en disant, écoutez, c'est pas... le 5 000, on ne s'est pas limité aux besoins. Là. On pourrait en former plus. Ce qui nous a limité, c'est qu'il faut les former. C'est la capacité du réseau de l'éducation à libérer le personnel. Parce que là, c'est express comme formation en 3 mois. Express, ça va vite. En 3 mois, on part le 7 août. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, les gens qui nous entendent présentement, qui seraient intéressés, les groupes vont partir le 7 août. Donc là, il faut que tu partes des groupes, formation accélérée de 12 semaines. Donc, il faut que tu ailles les formateurs, les classes. Alors, elle est là, la limite. Une fois ça dit, le ministre laisse clairement entendre que on pourra en partir d'autres groupes là, l'année prochaine ou même dans les saisons suivantes. Là, on en part un groupe pour fin de l'été, automne, mais on pourra en partir des groupes plus tard parce que, oui, on a des besoins. Moi, je trouve intéressant, dans l'approche qu'ils ont présentée ce matin, ils disent un peu, surtout pour les plus jeunes, parce qu'il y a peut-être des gens plus âgés mais qui vont quand même être intéressés, mais pour les plus jeunes, ils disent, si vous n'avez pas de diplôme, là, vous avez, exemple, lâché l'école, sans secondaire 5, là, vous n'avez aucun diplôme, là, tu vas chercher un AEP, une attestation d'études professionnelles. Et c'est déjà quelque chose. C'est déjà, ça te donne déjà un premier diplôme qualifiant. Ça te permet de travailler dans un CHSLD, donc tu es déjà préposé aux bénéficiaires. Mais sur cette base-là, tu pourrais ensuite faire d'autres formations, d'autres études. Et si t'aimes le réseau de la santé... ça peut être une belle porte d'entrée dans le plus grand réseau. Et tu pourrais donc suivre d'autres formations puis aller faire ensuite d'autres tâches, là, d'autres affaires dans le réseau de la santé. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que quand t'es jeune, tu veux pas nécessairement... Tu veux pas plafonner, mais là, bon, t'as connu des ennuis dans tes études, t'as pas de diplôme. Ben, c'est comme une formation en quelques mois, payante, en recevant de l'argent, d'aller chercher un premier diplôme, puis que tu plafonnes pas nécessairement. Tu pourras faire d'autres choses ensuite. Je trouve que c'est une belle ouverture pour des jeunes. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. La députée de Saint-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de co-porte-parole de Québec solidaire alors de l'Assemblée générale de novembre prochain pour Québec solidaire. Elle va garder son rôle de députée quand même. Elle n'a pas annoncé qu'elle se retirait de la vie politique ou ni même de son rôle de députée, mais a décidé de se retirer de ce poste-là. Parce qu'on se souviendra, chez Québec solidaire, il y a 2 porte-paroles, 2 co-porte-paroles, un homme et une femme. Et donc, elle va laisser la place vacante pour une femme qui viendra là, la relayer aux côtés de Gabrielle Nadeau-Dubois. Dans son point de presse où elle était émotive, a remercié tout le monde, la grande famille de Québec solidaire, mais a motivé son départ vraiment par le manque de temps, le désir de retrouver du temps pour sa vie personnelle en plus de celle professionnelle, de mettre plus de temps sur ses activités de députée. Ça faisait quand même longtemps que Mme Massé occupait là, ces fonctions-là, puis depuis... Oui, mais elle était devenue... c'est
espèce de monument, un symbole de Québec solidaire. Ben oui. Et c'est sous ça, on l'oublie, là, mais c'est sous ça gouverne comme chef, co-porte-parole, oui, mais comme chef parlementaire et celle qui a fait le débat des chefs là, en 2018, donc pas à la dernière élection, à l'avant-dernière. C'est là que Québec solidaire a fait son gros saut, là, qui sont passés de 2 députés, 2-3 députés, 7-8 % du vote, à 10 députés, en haut de 15 % du vote. Oui. Et dans le fond, à la dernière élection, ils ont un peu plafonné. Ils ont gagné un siège de plus à Montréal, mais ils sont restés dans le même pourcentage de vote. Alors, c'est vraiment le gros saut, là, la grosse expansion de Québec solidaire. C'est vraiment sous le leadership de Manon Massé que ça s'est fait. Bon, là, une fois que c'est dit, Manon Massé quitte, on va y rendre des hommages. Maman, elle quitte pas la politique, elle n'est pas décédée, puis elle quitte pas la politique non plus, elle quitte son poste de co-porte-parole. On va se demander, c'est qui le remplaçant? C'est qui la remplaçante? Parce que c'est un homme et une femme. Donc, c'est une femme. Est-ce qu'on cherche dans le caucus actuel? Est-ce que c'est Ruba Gazal? Oui, parce que sinon, hors du caucus, il y a aussi des candidates qui seraient intéressantes. Il y a Émilie Lessard-Terrien qui a perdu dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Mais en fait, là, on s'en va. Est-ce qu'on veut quelqu'un des régions? Est-ce qu'on va vouloir faire Québec, pas Québec, mais région Montréal? Là, t'as déjà Gabriel Nadeau-Dubois qui est élu en plein cœur de Montréal. Est-ce que tu vas vouloir avoir une femme qui vient compléter en région? Mais Émilie serait la candidate. Émilie Lessard-Terrien serait la Christine candidate. Labrie à l'élu de Sherbrooke. C'est vrai. T'as 2 candidatures possibles. Ou sinon, est-ce que tu vas vouloir aller chercher dans les communautés culturelles? Là, t'as Ruba Gazal, puis t'as Mme Mendez, là, qui est dans Verdun. Oui. Donc, mais elle qui est une nouvelle députée. Mais par contre, championne de l'environnement. C'est des gros souliers à chausser, par contre. Là. Ceux de Manon Massé, quand même. Moi, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience politique pour aller là. Oui, parce que ça prenait quand même toute une femme pour être aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois lui-même, qui prend beaucoup de place médiatique, qui laisse pas beaucoup d'air à ses côtés. Il faut quand même être quelqu'un là, d'assez fort, merci. Mme Massé l'était. Est-ce qu'une nouvelle venue en politique pourrait faire ce rôle-là à merveille? Ça reste à voir aussi. Puis, est-ce qu'il y aura un consensus qui va se dégager à l'intérieur de Québec solidaire, ou est-ce qu'on aura une course? Parce que c'est pas exclu là, qu'il y ait une course, parce que c'est une structure unique, là, celle de co-chef, de co-porte-parole. Puis là, il y en a toujours un qui finit par être le vrai chef, puis l'autre pas, parce que, je veux dire, au débat des chefs, il n'y a pas 2 lutins pour Québec solidaire, fait qu'il y en a un qui finit, même si eux veulent dire en éco-porte-parole, c'est égal, c'est pas vrai, là. Il y en a un qui est chef parlementaire, il y en a un qui est le chef à l'Assemblée nationale, celui-là s'en va au débat des chefs, veut dire, il devient le porte-parole principal en campagne électorale, puis le public finit par retenir, tu sais, le public, il aime bien ça, les co-porte-parole, mais le public finit par retenir, c'est qui le chef, là? Le présentement aux dernières élections, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, dans l'esprit des gens, c'est lui le chef. Mais à suivre, moment important là, quand même, virage important pour l'avenir de Québec solidaire. Aujourd'hui, une annonce côté sécurité publique par François Bonnardel, le ministre justement de la Sécurité publique, qui donne une enveloppe de 7,5 millions de dollars pour créer une nouvelle escouade au renseignement criminel, là, vraiment pour passer en deuxième vitesse du côté des services de police, notamment pour contrer la violence par arme à feu. On va l'appeler l'escouade intégrée du renseignement contre la violence armée. C'est une première au Québec aussi d'avoir là, ce genre d'escouade-là qui, oui, là, va être composé entre autres là, de ressources qui sont issues de la Sûreté du Québec, mais aussi des services de police de Laval, de Montréal, de Longueuil. Mais on veut desservir vraiment toutes les villes du Québec. Là. On veut être capable de donner ces renseignements à un peu tous les corps de police d'un peu partout. Et surtout, ben oui, je le disais, de combattre la violence par arme à feu, mais de scruter particulièrement les réseaux sociaux. Parce que pour ce qui est des gangs de rue, entre autres à Montréal, on va recruter là, chez les gangs criminalisés des jeunes de 15, 16, 17 ans la plupart du temps, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont être attirés par certaines publications, par certaines offres qui peuvent être alléchantes. Et c'est là-dessus qu'on veut focusser, Mario, trouver ces gens-là, puis être dans la prévention là, plutôt que la réaction par la suite. Ouais, mais c'est la clé, le renseignement, tu sais, dans les affaires criminelles de nos jours, des crimes de plus en plus complexes, la clé, c'est le renseignement. Donc, bonne initiative. Il va en avoir besoin à Montréal là, de renseignements dans le dossier des incendies. Ouais. 2 autres cette nuit. Je sais pas on parlait beaucoup à Montréal, les crimes par arme à feu, mais là, on est parti 2 incendies cette nuit là, dans des cours où il y avait des véhicules. Oui, il pleut des cocktails Molotov, c'est ainsi. Oui, dans un spa, dans des pizzerias, dans les cours automobiles. Donc, ça devient le nouveau fléau. Savoir et comprendre
Tout savoir en 24 minutes. Au fédéral, le ministre de la Justice, David Lametti, a déposé un projet de loi baptisé C-48 qui vient en réponse un peu aux pressions des provinces, des territoires pour ce qui concerne les récidivistes violents, particulièrement les récidivistes de crimes par arme à feu. On veut venir modifier avec ce projet de loi le code criminel pour renverser, c'est quand même important, le fardeau de la preuve pour tous ceux qui sont des récidivistes inculpés d'un crime violent avec une arme, justement. Donc, au lieu d'avoir le fardeau de la preuve, d'aller prouver que la personne est dangereuse et devrait rester en prison, ça serait plutôt le prévenu dans cette histoire-là qui devrait prouver pourquoi il devrait être relâché dans ce cas-ci en attendant son procès, par exemple. Donc, on renverse vraiment ce fardeau de la preuve. On ajouterait tout ça là, à tout ce qui est lié aux armes à feu, bien sûr. Puis là, il y a toutes sortes de charges qui viennent avec ça. Là. C'est tous ceux qui ont fabrication d'une arme automatique, vol qualifié avec une arme à feu, infraction pour voler même une arme à feu, etc. Toutes sortes de crimes qui vont venir s'inscrire dans tout ça. Donc, ce sera un projet de loi qui va être débattu là, très bientôt, qui peut venir quand même s'ajouter là, au coffre à outils des provinces par la suite. Mais est-ce que c'est assez? Ben, en fait, c'est parce que faut bien saisir que le gouvernement Trudeau renforcer les lois, être plus sévère avec le crime, c'est pas leur ADN. La plupart des projets de loi, en fait, la quasi-totalité des projets de loi qu'ils ont fait en la matière depuis 2015, là, depuis que Justin Trudeau est élu, c'est le contraire. Ils ont enlevé des peines minimales, ils ont assoupli des peines, et là, ils étaient vraiment poussés par les corps de police, oui, par les provinces, mais aussi par les corps de police eux-mêmes là, qui disaient, il y a eu, on avait eu un gros exemple dans l'Ouest canadien, entre autres, de quelqu'un qui était justement là, libéré en attente de son procès et qui a assassiné, je pense, une femme et sa fille très, très violemment. Donc là, puis là, évidemment, le public se demandait, mais comment ça, cet individu-là est remis en liberté? Il a déjà commis un crime violent. Puis là, il est remis en liberté en attente de son procès, mais bon, les avocats nous disent toujours, le principe général, c'est la présomption d'innocence. Oui. Donc, étant présumé innocent, en attente de ton procès... Il n'y a pas de raison de te garder en dedans. C'est ça, t'es pas condamné. Mais non. Mais les deux conditions simples qu'on nous a expliquées, c'est que on te garde en dedans si on pense que tu te présenteras pas. Première chose, si on pense que tu te présenteras pas, là, que tu es un fuyard, que tu pourrais quitter le pays, que tu te présenteras pas au procès. Donc, la justice sera plus capable de te retrouver. Là. Tu vas aller te cacher dans le bois. Si on a des raisons de penser ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend une caution. Oui. Souvent qu'on va prendre le passeport de la personne, on va saisir son passeport, on va demander un gros montant d'argent pour dire, regarde, il y a un incitatif... à revenir, bien sûr. S'il y a des dizaines de milliers de dollars en caution, il y a un incitatif à revenir pour chercher sa caution. Mais... l'autre chose, c'est si on pense que tu es un danger pour la société. Si tu as commis un crime si grave, si violent, que ta personnalité, ou peu importe, on pense que tu pourrais être une menace pour la société. Et c'est là la zone grise. Là. Qu'est-ce qu'une menace pour la société à certaines le degré de dangerosité, de récidive. Puis moi, je trouve que là-dessus, des fois, on est vite à relâcher. Là. Le principe général, là, on relâche. On l'a vu aussi avec des libérations conditionnelles trop vite là, qui ont mal tourné, qui ont amené les gens à commettre d'autres crimes. Parce que quand tu commets un autre crime, là, c'est une autre victime. Donc, c'est une... moi, je trouve que c'est une bonne mesure, mais une mesure où le gouvernement Trudeau a été comme un peu poussé de force. Là. Toi, en politique, Mario, est-ce que tu dépensais beaucoup pour tes vêtements, vestons, souliers, pantalons? Bien, j'ai jamais dépensé beaucoup pour mes vêtements, mais des fois, t'as pas le choix. Ben, toi, pour un débat des chefs, ça prend un bel habit. Là. Mais tout ça, ça sortait de ta poche? Oui, ben non, mais c'est-à-dire que les élus n'ont pas de budget, ça n'existe pas. Là. Les élus n'ont pas de budget habillement. Là, heureusement, dans ce cas-ci, que le poste de gouverneur général n'est pas élu, Mario, parce que eux... les chanceuses et chanceux qui ont occupé ce poste-là peuvent faire rembourser leurs vêtements. C'est ce qu'on apprend aux réponses là, des questions du député conservateur. Ça n'avait jamais été dit, vraiment. Budget d'habillement de gouverneur général. On avait voyage... tranche de lime à 1 000 $. Oui, on avait... Oui, il y en a beaucoup il y a beaucoup des dépenses des gouverneurs généraux, particulièrement de Mary Simon, là, qui avait retenu beaucoup l'attention là, pour être des dépenses assez élevées. Mais ce qu'on apprend là, aux questions justement du député conservateur aujourd'hui, c'est que depuis septembre 2017, là, entre septembre 2017 et juillet 2020, là, donc même pas jusqu'à aujourd'hui, là, sur un peu moins de 3 ans, ben Julie Payette, qui était la prédécesseur de Mme Simon, elle a dépensé 55 747 $ de vêtements qui ont été remboursés. Mary Simon, déjà dans son mandat, à 37 056 $ de frais d'habillement. Là. Donc on est à 92 800 au total là, de linge qui a été remboursé comme ça. Et sur les 10 pages là, qui déclinent toutes ces dépenses... Mais c'est quand même une transparence absolue.
absolu. Là. On a le prix à scène près de chaque robe. Ben oui, on a payé du côté de Mme Payette, par exemple, une robe en velours noir doublée de soie à 3 000 en mai 2018, des ensembles sur mesure à 2 470 en 2020. Mme Simon avait, elle, une tenue à 1 250 une tunique de soie rouge ornée de broderie, 2 432 pour une robe et un veston de broderie perlée également. Bref, c'est beaucoup d'argent, encore une fois, qui est dépensé là, par les représentants de la monarchie ici au Canada. Mais Mme Simon avait une excuse, Mario, cette fois-ci, parce qu'on se souviendra, pour l'avion, les tranches de lime à 1 000 $, ça, c'était l'aviation royale qui avait dépensé. C'est de la faute de l'armée. C'était de la faute de l'armée. C'est eux qui étaient en charge de tout ça. C'est pas elle qui avait exigé des omelettes très, très chères à 300 $ dans l'avion. Par contre, pour ce qui est des vêtements, son bureau a indiqué que lorsqu'elle s'était retirée de la vie publique avant de devenir gouverneur général, Mme Simon a donné tous ses vêtements professionnels, toutes ses tenues de soirée, tous ses souliers à des organismes caritatifs qui aident les femmes à entrer sur le marché du travail. Merci, c'est beau. Mais elle a fait une bonne action et là maintenant, c'est pour ça qu'elle contribue. Elle est victime de sa bonne action. Il faut qu'elle se rachète des beaux kits. Et c'est aux contribuables de payer les nouveaux kits qu'elle va s'acheter, Mario. Et donc, mais est-ce qu'on sait même, y a-t-il un encadrement, une limite? Y a-t-il un budget voté précis d'habillement? C'est pas clair, là. On a juste des factures dans le fond. On sait comment ça a coûté, mais... On a juste des factures, Mario. On va se poser encore bien des questions. Tout ça jusqu'aux prochaines factures qui vont nous arriver. Prochaine fois, qu'est-ce que ça va être? J'ai bien hâte de voir. Économie. Le groupe BMTC a choisi de poursuivre son expansion avec une seule de ses bannières, parce qu'il y avait Bro&Martineau, il y avait Tanguay, et finalement, c'est Bro&Martineau qui va peu à peu disparaître pour être remplacé par l'enseigne Tanguay. 11 magasins dans l'ouest du Québec, particulièrement à Montréal, Sherbrooke, Gatineau maintenant, mais qui vont s'appeler Tanguay, qui vont rejoindre donc l'entreprise là, qui a été fondée en 1961. Puis on parle quand même de grosses rénovations. Là, on veut changer l'expérience magasin. On dit que dès samedi, tout va être... Dès samedi, toutes les bannières, tout va être rénové, changé, réaffiché. Puis c'est rapide, tout ça, Mario. Dès samedi, c'est extrêmement rapide. C'est plus rapide que bien des travaux. Ils changent aussi leurs bannières de meubles à bon prix. Là. Les Economax, ça disparaît. Liquide à meubles Economax. Exact. Ça devient désormais Tanguay l'entrepôt. Donc tout est Tanguay. Tout est Tanguay maintenant. Là, on veut vraiment recentrer, là, surtout en marge du commerce électronique puis des achats en ligne. On veut que ce soit plus facile là, de se diriger vers une seule bannière. Non, il y a une logique. C'est juste que traditionnellement, on s'est fait dire, puis des fois même par des commerçants de Québec, pense à Ashton. Ça m'a donné des gens disaient pourquoi Ashton ça vient pas à Montréal. Puis Ashton Leblond lui-même a toujours dit moi j'ai peur du marché montréalais, un nom qui arrive de Québec, là, comme Ashton, quelque chose qui est connu, qui est identifié à Québec. Ça rentre pas à Montréal, ou ça sera pas accepté par les Montréalais, ou ça va être vu de travers par les Montréalais. Alors là, Tanguay, c'est vraiment, ça vient de l'Est du Québec. Là. C'est une famille de l'Est du Québec, de Québec. Les Tanguay, ça appartient à Québec. Puis après ça, il y a un au Saguenay, puis un à Rimouski, puis un à Rivière-du-Loup. Puis t'es vraiment Tanguay, Est du Québec. Oui. Est-ce que ça va bien rentrer à Montréal? Eux ont l'air tout à fait confiants que oui. Là. Oui, ça reste à voir, Mario, mais quand même. Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense pas, je dis en tant que Montréalais, on se nommera pas les Tanguay là, d'ici. Inquiétez-vous pas à Montréal. On les accueille à bras ouverts. Le Monde. L'Ukraine a affirmé avoir abattu dans la nuit d'hier à aujourd'hui 6 missiles hypersoniques russes Kinjal lors d'une attaque nocturne, alors qu'il y avait eu également un grand nombre de missiles de croisière, de missiles antiaériens, des missiles balistiques, des drones de fabrication iranienne. Bref, toute une attaque contre la capitale de Kiev et ses environs. Et ce qui est intéressant, Mario, là-dedans, là, parce que c'est pas la première fois où il y a des missiles qui sont tirés dans ce conflit-là, on s'entend, c'est que les missiles hypersoniques russes Kinjal, c'est censé être les armes invincibles. Puis ça, c'est pas mes mots, c'est ceux du président russe Vladimir Poutine. Les armes invincibles de l'armée russe. Là, des missiles qui vont tellement vite que tous les systèmes antiaériens, habituellement, ont de la misère à les cibler. Sauf que, semble-t-il que le système antiaérien américain Patriot, qui a été livré au mois d'avril à l'Ukraine, semble-t-il, a très bien fonctionné. Et on s'est félicité toute la journée là, du côté des Ukrainiens. C'était tout un spectacle dans le ciel, Mario. Là, ça vaut la peine d'aller voir les images. Là. On l'a vu souvent en action, là, le système Patriot, parce que
y a un système similaire, entre autres, en Israël, qui intercepte des roquettes qui sont tirées depuis la Palestine depuis longtemps. Mais c'est impressionnant dans un ciel nocturne. Là, c'est vraiment comme des traînées de lumière là, en plein ciel. C'est impressionnant, terrifiant aussi à voir, bien évidemment, parce que c'est un terrible conflit. Puis il y a des gens au-dessus de ces missiles-là qui pourraient les recevoir en plein visage. Mais bon, pour l'instant, semble-t-il que le système a duré, même si le système Patriot lui-même aurait été un peu endommagé. C'est après que l'Ukraine, en fin de semaine, dit avoir abattu. Puis des images qui circulent. 2 avions, 2 hélicoptères, là, donc 4 engins volants là, de l'aviation russe. C'est pas confirmé. La Russie n'a jamais confirmé avoir fait abattre ces équipements-là, mais l'Ukraine le prétend. On a vu les images, ça a circulé, ça a fait le tour du monde. Donc, il semble y avoir là, du côté des équipements ukrainiens des nouvelles avancées contre les attaques de l'air par les Russes. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode